Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue aux 20h. Il a fait chaud, très chaud aujourd'hui sur toute la France. L'alerte à la pollution de l'air par l'ozone sera maintenue demain et même étendue sur une partie du sud-est. Nos conseils et nos recommandations dans ce journal. L'enfant de 9 ans mort hier sur une base nautique dans l'Oise n'a pas été heurté par un jet ski comme ses proches l'avaient affirmé. On vient d'apprendre qu'il était en fait lui-même au guidon du scooter des mers au moment du drame. Il faisait une course avec son frère de 8 ans. 3 adultes ont été placés en garde à vue ce soir. Les salariés de l'usine Molex ont voté la reprise du travail tout à l'heure, mais ils n'ont pas pu entrer dans leur usine. Le site est fermé à la demande de la direction, officiellement pour des raisons de sécurité. Touche pas à mon bonus, c'était à peu près le mot d'ordre général aujourd'hui chez les traders. Ces derniers, vous les entendrez, n'acceptent pas d'être désignés comme les boucs émissaires de la crise. Nous vous raconterons aussi l'histoire d'un homme qui, comme des dizaines de milliers d'enfants pendant la guerre, est né d'une mère française et d'un père allemand. Eh bien, au nom de cette histoire qu'il n'a pas choisie, mais qu'il souhaite assumer, il a officiellement reçu, aujourd'hui, à 66 ans, la nationalité allemande. C'est une première en France. Et puis nous parlerons des radars qui rapportent moins à l'État. Pour quelles raisons? Les conducteurs sont-ils plus sages ou plus malins? C'est ce que nous verrons. Et d'abord, on commence avec une image qui résume à elle seule ce que vous avez vécu aujourd'hui. Une carte, plus précisément, où l'on voit très bien la vague de chaleur qui s'est abattue sur le pays. Il a fait jusqu'à 36 degrés à Valence et résultat, des alertes à l'ozone ont été déclenchées en Ile-de-France, mais aussi dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône. Les automobilistes ont été priés de lever le pied. Les usines polluantes ont dû réduire leur activité. C'était une question de santé publique et pour ceux qui doutent de la nécessité de ce genre de mesures, il suffit pour s'en convaincre de voir à quoi ressemblait Marseille aujourd'hui vue d'en haut. Isabelle Stess, Gilles Guérin. Lorsque Notre-Dame de la Garde disparaît dans les brumes, c'est que l'air devient irrespirable à Marseille. Sous l'effet du soleil, la pollution automobile et industrielle produit encore plus d'ozone. La vitesse est réduite de 30 km/h. Là, tout le monde respecte la vitesse. Les contrôles de police servent surtout à sensibiliser les automobilistes aux dangers de l'ozone. C'est marqué 80 km/h, alors on essaye de ne pas dépasser, c'est important quand même. Oh ben pour l'environnement et pour tout, et puis on se rend compte que de plus en plus de jeunes sont très malades. Avec 20 pics de pollution à l'ozone par an, Marseille et sa région sont les zones les plus touchées en France. Et s'il faut éviter d'exposer les enfants ou de faire des efforts physiques, les Marseillais ne changent pas vraiment leurs habitudes. Avec le roller, on peut aller tranquillement, sans faire trop d'efforts justement. C'est très bon pour le cœur et tout le reste. Oui, mais l'ozone est très irritant pour les voies respiratoires et toxique pour les personnes sensibles, augmentant de près de 10% les risques d'infarctus chez les cardiaques. Plus vous faites de l'activité physique, plus vous respirez d'air, donc plus vous respirez la pollution qui l'accompagne. Donc en cas de pic de pollution, en particulier si vous êtes une personne sensible, réduisez votre activité physique, en particulier pendant les heures chaudes. Des recommandations à suivre également demain. Il fera chaud et la pollution devrait s'aggraver. Et justement, l'alerte donc à la pollution de l'air par l'ozone a été maintenue dans le Var, dans les Bouches-du-Rhône et étendue dans le Vaucluse. On l'a appris il y a une heure à peine. C'est un incroyable rebondissement dans le drame qui s'est produit hier sur une base nautique dans l'Oise. L'enfant de 9 ans qui a trouvé la mort sur le plan d'eau n'a pas été heurté par un jet ski comme ses proches l'avaient affirmé. Il était en fait au volant de l'appareil et faisait une course avec son frère de 8 ans, Franck Genozo. Une course entre deux garçonnets sous l'œil irresponsable de plusieurs adultes. C'est désormais le scénario retenu par la justice pour expliquer la mort de Yanis, 9 ans, décédé sur ce plan d'eau il y a 2 jours. La jeune victime ne se trouvait pas dans l'eau au moment de l'accident, mais pilotait seul un jet ski sur l'étang. Son petit frère, âgé de 8 ans, au guidon d'un scooter des mers, accompagné d'un adulte qui ne disposait pas du permis mer nécessaire pour piloter ce genre d'engin, l'aurait percuté en voulant faire une course de vitesse sur l'eau. L'accompagnateur de 24 ans est toujours en garde à vue, tout comme 2 autres adultes présents sur les lieux. Demain, il devrait être mis en examen pour homicide involontaire. Habituellement, ce type d'engin ne se pilote qu'à partir de 16 ans et avec un permis nautique. Pas de répit cet été pour les salariés de Molex qui ont de plus en plus le sentiment de vivre un mauvais scénario. Hier, ils étaient encore en grève et la direction souhaitait la reprise du travail. Aujourd'hui, ils ont voté cette reprise, mais le site a été bloqué par la direction, officiellement pour des raisons de sécurité. Et pour les mêmes raisons, d'ailleurs, le responsable de l'usine a démissionné tout à l'heure. Sur place, Yacine Benjanet, David Bress.
Ils ne peuvent plus pénétrer dans leur usine. Des vigiles en interdisent l'accès. Une mesure de sécurité selon la direction. Avant-hier, un cadre américain sort de l'usine. Des salariés lui jettent des œufs. La direction vient d'annoncer qu'il n'y aura pas de repreneur. Ce dirigeant affirme avoir été molesté. Impossible à vérifier sur ces images filmées par un salarié. Ils nous ont frappés à coups de poing et à coups de pied. La violence dans une telle situation est inacceptable, c'est un scandale. C'est le conflit le plus dur qu'on ait eu à traiter au cours de nos restructurations partout dans le monde. Pour les salariés, le site est rentable. Ils accusent la direction de couler leur usine pour relocaliser la production aux États-Unis. 10 mois de conflit, des négociations au point mort et un climat qui s'envenime. Il ne faut pas qu'ils nous prennent pour des personnes qui ont tout avalé sans rien dire. Il faut quand même qu'ils se rendent compte qu'on est des hommes avant tout et nous on n'a pas demandé à ce qu'ils viennent nous licencier. Mais ils vont mettre des dizaines et des dizaines de personnes et de familles à la rue, dans la galère. Ça c'est une agression, c'est une violence sociale. Le stock de connectiques automobiles repose dans ce hangar, le trésor de guerre des salariés. C'est notre levier pour pouvoir négocier avec la direction. Voilà, c'est un bras de fer entre eux. On leur rend le stock s'ils avancent sur le plan social. La direction a assigné des salariés en justice pour lever le blocage. Les ouvriers ont voté la reprise du travail après 5 semaines de grève. Ils veulent reprendre possession des lieux. Le bras de fer s'annonce tendu à 3 mois de la fermeture définitive. C'est une petite bonne nouvelle sur le front du chômage, il n'y en a pas tant que ça. Le géant de l'acier, ArcelorMittal, a rallumé aujourd'hui l'un de ses 2 hauts fourneaux en Moselle. 600 salariés ont donc été rappelés. C'est la conséquence de la légère reprise constatée dans le secteur de l'automobile. Stéphanie Lafuente, Alexis Fischer. Un petit panache de fumée, un grand souffle pour toute la vallée de la Fensch. Après 3 mois d'arrêt, le haut fourneau P6 a été rallumé aujourd'hui. Pour les salariés au chômage partiel ou affectés sur d'autres sites depuis avril, revenir à Florange, c'est un soulagement, presque une joie. Ça fait plaisir de voir nos installations, de la fumée aux cheminées et que ça redémarre. Ça me permet enfin d'avoir à peu près une vie normale parce qu'être à la maison, c'est pas évident non plus pour tout le monde. Ça faisait plus de 6 mois que je travaillais plus au fourneau, on m'avait muté ailleurs pendant la crise, quoi. Qui n'est pas fini d'ailleurs, mais bon. Là ça reprend, on m'a réaffecté ici et donc je suis content, espérons que ça continue. La crise avait eu raison du P6, la reprise qui s'amorce le fait revivre. Au fourneau, coqueries, aciéries, 600 sidérurgistes ont été mobilisés pour relancer la chaîne de production en urgence, car les clients d'ArcelorMittal ont vidé leur stock. Résultat, la demande en acier a subitement augmenté de 20%. Le client privilégié de Florange, c'est l'automobile. Et donc aujourd'hui, avec les différentes primes, les primes à la casse, les écobonies, on a assisté quand même à une reprise de la consommation au niveau des véhicules automobiles. Et donc on a assisté à un phénomène de déstockage principalement chez ces clients-là. 70 000 tonnes d'acier seront produites en août, 110 000 en septembre et octobre, mais la fin de l'année est plus incertaine. On dit que le 3e trimestre, bon, on a des commandes, mais pour le 4e trimestre, on ne sait pas trop. Et pour l'année prochaine non plus, on ne sait pas. Alors donc c'est quand même, il y a de l'incertitude. D'ici quelques heures, une coulée d'essai aura eu lieu au P6, mais il faudra encore attendre plusieurs jours pour que les premières poches de fonte sortent du haut fourneau. Oui, alors on le disait hier, il y a les signes de la reprise de l'économie réelle, l'exemple d'Arcelor en est un, et puis il y a les signes de reprise de la finance. On parlait hier de l'enveloppe d'1 milliard prévue par la BNP pour récompenser ses traders en 2009. Cette annonce a suscité beaucoup d'émotions, sauf chez les intéressés qui estiment, eux, que leurs fameux bonus ne doivent pas être sacrifiés sur l'autel de la crise. Romain Messi, Marina Dété. Sur la BNP et les bonus? Non, sans commentaire, merci. Un silence total. Au siège de la BNP aujourd'hui, le milliard d'euros réservé pour les bonus des traders a entraîné gêne et discrétion. Mais au pied de sa grande rivale, la Société Générale, les habitués de la finance parlent et balayent toute polémique. Moi, je crois que s'il n'y a pas de récompense, il n'y aura pas de stimuli et je crois que c'est une suite logique et normale pour un trader. Il faut rester discret, c'est tout simplement. Il y a lieu pour vous d'en faire une polémique? Non, il faut juste limiter les montants. Bon, après c'est au mérite. Hein. Cette société travaille quotidiennement en bourse. Ici, on admet que le milliard de la BNP peut choquer, mais rien à redire sur le principe des bonus. On s'aperçoit que certaines activités de la BNP ne souffrent pas de la crise, en tout cas sur le 2e trimestre. Eh bien, il est légitime aussi que face à ces activités, vous rémunériez correctement et selon les termes des contrats de travail les personnes qui y participent.
Pourtant, au sein même de la BNP, les voix discordantes existent. Ces salariés venus de plusieurs agences d'Île-de-France ont appris la nouvelle dans la presse et manifestent leur colère contre la direction. Ça concerne quelques centaines de traders. La presse a fait état de 17 000 salariés. En réalité, c'est quelques centaines de traders qui vont se partager la quasi-totalité de ce milliard, quoi. Des bonus, oui, mais pas pour tout le monde. Et puis à la demande de François Fillon, les représentants des grandes banques françaises seront convoqués demain à Matignon, histoire de leur rappeler les engagements qu'ils avaient pris lorsqu'ils avaient accepté l'aide de l'État en pleine crise. Alors ces engagements concernaient aussi les bonus. Bonsoir Agnès Molinier, vous êtes notre responsable du service économique à France 2. Quels étaient exactement ces engagements lors du G20? C'était il y a 3 mois à peine. En avril dernier, vous les voyez ici, les chefs d'État des 20 pays les plus riches du monde se sont mis d'accord sur des principes d'encadrement. D'abord, que les bonus soient validés par les conseils d'administration, c'est-à-dire, Olivier, plus transparents. Ensuite, qu'il soit mis fin aux bonus garantis fixés à l'avance et qu'au contraire apparaisse l'idée de la performance, c'est-à-dire qu'à chaque fin d'exercice, tous les ans, il y ait une forme d'évaluation. Et enfin, que les bonus n'incitent pas les traders à prendre des risques excessifs. Alors justement, est-ce qu'en prévoyant de verser 1 milliard d'euros pour 2009 à ces traders, la BNP a respecté ses engagements? Il semble que oui, c'est en tout cas ce qu'affirme la banque, mais vous savez Olivier, ce ne sont pas des règles très contraignantes, ce sont des recommandations assez larges, il est donc assez facile de s'y tenir. De plus, il n'y a rien de coercitif. Pas de sanctions que pourrait faire l'État pour aller plus loin s'il le souhaitait? Il y a quelques pistes, comme par exemple surtaxer le montant des bonus, créer de fortes taxes ou encore plafonner leur montant. Je vous rappelle que les banques américaines viennent de distribuer 33 milliards de dollars au titre de l'année 2008 à leurs traders, l'année de la crise. Mais le plafonnement des bonus n'a été évoqué par aucun gouvernement et il y a fort à parier que ce soit la même chose lors du prochain G20 le 24 septembre à Pittsburgh. Merci Agnès Molinier pour toutes ces précisions. Les producteurs de fruits et légumes ne décolèrent pas et ils l'ont fait savoir aujourd'hui dans le Lot-et-Garonne. 40 tonnes de marchandises ont été déversées devant la préfecture d'Agen par une centaine d'agriculteurs qui dénoncent la faiblesse des prix d'achat, sans parler du remboursement des aides qui leur a été réclamé par l'État. Alors justement, à propos de ces aides, on a appris aujourd'hui que le remboursement pourrait être plus important que prévu. Selon nos confrères des Échos, qui citent une source européenne, il pourrait atteindre 700 millions d'euros et non pas 500 millions comme il en avait été question. Un chiffre sur lequel le ministre de l'Agriculture n'est pas revenu cet après-midi. Bruno Le Maire recevait les représentants de la filière. Il leur a promis un premier plan d'aide immédiat de 15 millions d'euros. Il s'agira essentiellement d'allègement de charges sociales. Ce plan pourra être réévalué chaque semaine en fonction de l'état du marché. La FNSEA, le principal syndicat agricole, a qualifié ce plan de premier pas. En cette veille de gros week-end sur les routes, on va maintenant faire un bilan sur les radars. Vous vous en êtes aperçu si vous avez pris votre voiture pour partir en vacances. Ils ont fleuri depuis l'an dernier sur les routes. Pour autant, les derniers chiffres des contraventions sont formels. Chaque radar rapporte moins à l'État. Alors les conducteurs sont-ils devenus plus sages ou plus malins? Élément de réponse, Diane Benzina, Jean-François Monnier. Un copilote bruyant, mais indispensable. Cet artisan taxi ne se sépare plus de son avertisseur de radar qui lui évite bien des contraventions. Vous passez 20 fois devant le même radar et puis vous faites attention 18 fois, 19 fois, mais à la 20e fois vous allez l'oublier. Effectivement, à l'unité, le radar rapporte moins 17% depuis 2 ans. Explication, il verbalise moins. Depuis janvier, les infractions relevées ont baissé de 16%. Au volant, les Français ont levé le pied et baissé leur vitesse de 10 km/h en moyenne. Je crois qu'au début, les automobilistes ont ralenti parce qu'ils ne voulaient pas être flashés. Et puis petit à petit, en tout cas la majorité d'entre eux ont pris l'habitude de rouler moins vite et constatent que finalement, ce n'est pas un problème et c'est plutôt moins fatigant. Les Français se seraient donc acheté une conduite, à moins qu'ils n'aient appris à éviter les radars. C'est-à-dire on sait où il se passe. Avant on freine et après bon. Mais globalement on a quand même diminué notre vitesse, très sincèrement. Alors fin d'un jackpot? Pas vraiment. Cette année encore, les radars vont générer 550 millions d'euros. C'est 23% de plus que l'an dernier. La raison, leur nombre augmente. Ils vont pratiquement doubler et atteindre 4500 d'ici 2012. Pour les automobilistes, ce n'est pas la fin des contraventions. Le gouvernement préfère évoquer un gain en nombre de vies sauvées. L'objectif, moins de 3000 morts sur les routes d'ici 3 ans.
Encore un rebondissement dans le dossier sur le travail du dimanche. On l'a appris tout à l'heure, le Conseil constitutionnel a validé la loi, sauf un article, un petit article qui concerne uniquement la ville de Paris, mais qui risque de faire beaucoup de bruit. Dans la capitale, le texte prévoyait que les ouvertures le dimanche devaient être décidées par le préfet. Or, les sages estiment que la décision revient au maire, ce dernier étant socialiste et les socialistes ayant voté contre la loi. On peut donc estimer que la question du travail dominical est loin d'être réglée à Paris. Un loto pour l'Afrique, c'est la dernière idée de la France pour compléter l'aide publique au développement sur ce continent. Elle vient du ministre de la Coopération qui affirme qu'un jeu de hasard en ligne, loto ou bingo, pourrait rapporter 10 millions d'euros par an. L'idée, vous allez le voir, est diversement appréciée, notamment chez les spécialistes de l'humanitaire. Anne Charletinet, Samuel Humez. Jouer à la loterie pour la bonne cause, l'idée a été maintes fois évoquée mais jamais appliquée en France. Cette fois-ci, le jeu se ferait sur Internet. Le but, compléter l'aide publique au développement en reversant au continent africain une partie des mises. Gain espéré, 10 millions d'euros par an. On clique, on paye, on gagne ou on perd, mais en tout cas, une partie du jeu va à l'aide humanitaire. Ça veut dire qu'on moralise un peu le jeu. Une loterie humanitaire, a priori, l'idée peut séduire les habitués du jeu, même les plus sceptiques. Je suis d'accord. Je suis d'accord à 100%. Ouais. Bonne initiative et pourquoi pas le développer à d'autres pays. Comme ça va sur mon continent, obligatoirement il faut que je joue à ce jeu. Toute la question est où vont réellement les fonds, quoi. C'est tout. Depuis 2006, les gouvernements sont à la recherche de financements innovants. C'est par exemple la taxe sur les billets d'avion qui finance la lutte contre les pandémies. Pour les associations, les gouvernements cherchent ainsi à minimiser leur propre engagement. On a un petit peu l'impression, malheureusement, que le développement de ces mécanismes sert plutôt à combler les carences de l'aide publique française au développement que de véritablement servir un effort de solidarité internationale. La loterie pour l'Afrique devrait voir le jour en 2010. L'État veut s'associer à la Française des Jeux, pas encore officiellement sollicitée, mais prête à participer. Une image du premier des Français en vacances. Nicolas Sarkozy a fait sa première sortie publique aujourd'hui au Lavandou dans le Var, en jean et barbe naissante. Le président, je vous le rappelle, passe ses vacances dans la région, au Cap-Nègre plus précisément, dans la résidence de son épouse. Le calme est revenu ce soir en Nouvelle-Calédonie. Un accord a été trouvé dans le conflit social qui menaçait de dégénérer. À l'origine de l'histoire, un licenciement à la compagnie aérienne Aircal et une guerre de clans entre Kanaks. Une guerre de pouvoir aussi sur fond de négociation du statut de l'île. Thierry Curté, Jenny Briffa, Guillaume Lemoine. Le conflit de la Calédonie est totalement terminé. La tension est très nettement retombée. Les deux parties cherchaient une sortie de crise honorable après l'escalade de ces derniers jours. Des blessés des deux côtés, des gendarmes touchés par des balles. La quasi-guerre civile qu'a connue le nord de l'île dans les années 80 était dans toutes les mémoires. Ce conflit, à l'origine sociale, il s'agit du licenciement d'une hôtesse de l'air qui surprend son père avec sa maîtresse sur l'un de ses vols et qui va ensuite le répéter à sa mère, a été politisé par le syndicat indépendantiste USTKE. Son leader est condamné à 1 an de prison après une série d'affrontements. Ce syndicat, très à gauche, cherche à porter la voix kanak en concurrençant le parti traditionnel FLNKS, très divisé. Il a ainsi réussi à bloquer l'économie de l'île durant 10 jours sur fond de malaise social et ethnique. L'enjeu masqué de cette lutte, porter la parole indépendantiste lors du référendum sur l'autodétermination de l'île qui aura lieu entre 2014 et 2018. Le caporal Anthony Baudin a reçu aujourd'hui les honneurs de la nation lors d'une cérémonie de son régiment, le 3e d'infanterie de marine à Vannes. Il a été tué le 1er août en Afghanistan, il avait 22 ans. C'est le 22e soldat français tombé dans le pays depuis le début de la guerre, en 2001. Le Japon aussi était en deuil aujourd'hui. Comme chaque année, en ce 6 août, le pays a honoré la mémoire de ces 140 000 morts tués par la bombe atomique lâchée par les Américains sur Hiroshima. C'était il y a 64 ans. Alors la Deuxième Guerre mondiale a laissé bien des blessures. En France, il y en a une dont on a peu parlé. Vous allez vite comprendre pourquoi. Il s'agit de ces dizaines de milliers d'enfants, publiquement appelés les enfants de la guerre. Leur mère était française, mais leur père était allemand. C'est une histoire qu'ils n'ont pas choisie, qu'ils ont subie même. Eh bien, l'un d'entre eux a voulu l'assumer jusqu'au bout. À 66 ans, il a officiellement reçu aujourd'hui la nationalité allemande. Zoé de Bussière. Alors, j'ai le grand bonheur, le plaisir de vous présenter mon acte de nationalité allemande.
Ce certificat, Daniel Rouxel ne peut pas le traduire, il ne parle pas allemand. Pourtant, depuis hier, l'Allemagne l'a reconnu comme l'un de ses citoyens. Né en 1943 d'une mère française et d'un père lieutenant de la Wehrmacht, c'est un fils de Bosch, comme on les appelait à l'époque. À 4 ans, il apprend l'histoire de sa naissance brutalement. On m'appelait toujours donc le Bosch, fils de putain, fils de frigolin, etc., etc. Je rentre à la maison, je demande à ma grand-mère, j'ai dit mais pourquoi on m'appelle comme ça? Elle me dit, tu es trop jeune, quand tu verras ta mère, tu lui demanderas. Il est rejeté jusque dans sa famille. Sa grand-mère, qui l'élève, refuse tout contact physique. J'ai voulu l'embrasser. Elle m'a dit non. Pas question de m'embrasser. Je t'interdis de me lécher. Ces enfants, nés d'une union mixte pendant la Deuxième Guerre mondiale, sont entre 100 et 200 000. Certains, comme sur ces images, ont été confiés à l'assistance publique, d'autres élevés dans le secret. Malgré la difficulté d'être le fils de l'ennemi, Daniel Rouxel n'a jamais rejeté ses racines. Il creuse au contraire pour les trouver et réconcilier ces deux identités. Je suis un enfant comme tout le monde. J'ai un père reconnu et j'ai une mère reconnue. Je suis comme tous les enfants. Après 15 ans de bataille juridique, Daniel Rouxel est le premier fils de Bosch à obtenir la nationalité allemande. Son souhait le plus cher, ne pas être le dernier. Non. Il est 20h19, à suivre un reportage sur les psys pour bébés. Certains nourrissons refusent de dormir ou de s'alimenter, mais vous verrez que cela se soigne. Nous parlerons aussi d'une étude qui montre que certains répulsifs, anti-moustiques notamment, sont potentiellement dangereux. Et puis nous vous offrirons un tour de France des plus belles expos visibles en ce moment dans le pays. Mais d'abord, on va s'intéresser à ces bébés qui crient tout le temps, qui ne dorment jamais ou qui ne se nourrissent pas. Pour les parents, ce qui aurait dû être une joie se transforme alors rapidement en enfer. Ils sont souvent désarçonnés, ils hésitent entre la tristesse, la culpabilité ou parfois même la violence. Eh bien, il y a pourtant pour ces familles une solution, les psys pour bébés. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Perrine Bonnet et Frédéric Faure. Le quotidien de Samuel, 4 mois. Des crises de nerfs impressionnantes qui n'en finissent plus et désorganisent toute sa vie. Il ne dort parfois que 3 heures par jour. Ce matin-là, une infirmière psychiatrique intervient et tente une nouvelle technique, un drap transformé en hamac. De quoi soulager sa maman. Laissez-vous aller. Au bout du rouleau. C'est des choses difficiles. Hein? Quand on en parle, ça fait venir tout ce qui est à l'intérieur. Elle souhaite garder l'anonymat. À 24 ans, elle s'est adressée à ce service hospitalier il y a une semaine. Un bébé On a l'impression qu'il souffre. Alors même si son seul moyen de communiquer, c'est de pleurer, de crier, mais on a vraiment l'impression qu'il souffre. Nous sommes dans une unité psychiatrique pour bébés. Il en existe une dizaine en France. Bonjour madame. Les tout petits accueillis ici n'ont aucun problème neurologique, pas de malformation, pas de maladie. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles... Juste un mal-être que l'on n'arrive pas à expliquer et qui peut aller jusqu'à l'anorexie. Nous avions reçu un jour un bébé qui n'avait pas pris de poids depuis des mois et des mois, qui était arrivé même avec des œdèmes qui sont spécifiques à un certain degré de dénutrition, dans une famille pas du tout carencée, hein, et un enfant qui était suivi par ailleurs, et que nous avons dû, dès son arrivée, faire hospitaliser en pédiatrie. Wiley, 2 mois et demi, a grandi dans l'unité. Il est arrivé à 6 semaines. Son regard reste inquiet, mais il croise celui de sa mère, un exploit après une longue période d'indifférence. Moi déjà j'étais triste tout le temps, très déprimée, je pleurais toute la journée, surtout à chaque fois que je regardais mon bébé. Je m'en occupais, mais c'était peut-être quelque part plus devenu une corvée que vraiment un plaisir, comme ont toutes les mamans qui viennent d'accoucher, quoi. Et lui, c'était, il ne me regardait pas. Difficile de faire face aux hurlements, au manque de sommeil, au poids de la culpabilité. Difficile pour ces mamans de témoigner. On culpabilise parce qu'on se dit toujours qu'on y est pour quelque chose, et je pense franchement qu'on y est pour quelque chose, donc
c'est difficile à vivre, hein. Ça va très loin, hein. Moi j'ai eu des pulsions de suicide, hein, de me jeter par la fenêtre et puis malheureusement d'emmener Juliette avec moi, mais parce que j'étais mal, quoi. Au bout de 6 mois de prise en charge, la grande majorité de ces bébés retrouvent le sommeil et les mamans le plaisir de materner. Quant à expliquer les raisons de ces troubles, dans 100% des cas, le mystère reste entier. C'était notre question de la semaine posée sur le site du journal de 20h sur france2.fr. À prix comparable, achèteriez-vous une voiture électrique? Voici votre réponse. 57,2% oui, non 42,8%. Vous avez été plus de 9000 à nous répondre. Merci à tous. Alors puisque vous êtes une majorité à être prêts, semble-t-il, eh bien voici à quoi pourraient ressembler nos routes et nos rues. À l'heure du tout électrique, les Chinois ont pris une longueur d'avance. Il faut dire que les constructeurs automobiles là-bas l'ont compris. La carte verte sera leur atout-maître. Correspondance en Chine, Pascal Golomer, Bruno Carrette. Ni coupé sportif à la mode, ni berline étrangère, ce qu'on vient photographier ici, ce sont des moteurs électriques. Bienvenue au Salon de la voiture verte à Pékin, 5e édition. Il ne s'en vend pas encore beaucoup, mais le secteur a le vent en poupe. À chacun son style. Elle a un look sympa cette voiture, elle est rigolote. Simple à conduire, légère et pratique. À Shenzhen, on n'en est plus au bricolage ni au rêve d'enfant. C'est là que BYD, le leader mondial de la batterie au lithium, a installé son centre de recherche. Des centaines de jeunes ingénieurs avaient pour mission de mettre au point une voiture électrique hybride. 7 ans plus tard, la voiture est prête, avant celle de ses concurrents européens ou américains. Vous voyez ces voitures, elles sont en train d'être rechargées. Le prix est imbattable, 15 000 €. La technologie est au point et l'utilisation, on ne peut plus simple. Aujourd'hui, plus question pour la Chine d'avoir des complexes face aux constructeurs étrangers. Dans le secteur de la voiture électrique, nous sommes tous sur la même ligne de départ. Mais grâce à nos compétences dans le domaine des batteries et grâce à nos gros investissements dans la recherche, nous pourrons sûrement devenir leaders du marché. Les constructeurs chinois espèrent maintenant que le gouvernement tiendra ses promesses, qu'il subventionnera l'achat des véhicules propres. De quoi doper encore un peu plus les ventes sur un marché automobile qui occupe d'ores et déjà le premier rang mondial. Vous en avez peut-être dans votre pharmacie d'été. Certains répulsifs anti-insectes sont potentiellement dangereux pour le cerveau. Une étude qui vient d'être publiée montre qu'un composant fréquemment utilisé dans les répulsifs pourrait, dans certains cas, devenir toxique pour son utilisateur. Gilles Marinet, Frédéric Bonne. Il y a mieux que la gifle pour se protéger des moustiques. On peut s'enduire d'un produit répulsif qui fait fuir l'insecte. Le plus utilisé s'appelle le DEET. Problème, une étude scientifique française a découvert que dans bien des cas, ce produit tue les moustiques, ce qui le range dans la catégorie des insecticides. Est-il dangereux pour l'homme? L'étude pose la question sans pour autant apporter de certitude. Il faut surtout respecter les conditions d'emploi, les précautions d'emploi, ça c'est très important. Maintenant, nous, on va aller beaucoup plus loin au niveau des tests et d'ici quelques temps, on sera amené à donner des réponses beaucoup plus positives ou négatives sur une réelle toxicité. Et pour ne pas courir de risques, il suffit de lire les conseils affichés sur les emballages. Depuis longtemps, le DEET est clairement déconseillé aux femmes enceintes ainsi qu'aux enfants dont il peut affecter le système nerveux. Ce produit, cependant, reste le plus efficace contre les maladies graves, paludisme, dengue, chikungunya. Le vrai danger pour les voyageurs serait de ne plus l'utiliser. Johnny Hallyday est sorti de l'hôpital aujourd'hui après 9 jours d'examen et de repos à la demande des assureurs de sa tournée. Il n'y a pas d'image, vous le voyez, de sa sortie, mais son service de presse affirme qu'il est en grande forme. Il devrait s'envoler en famille dans les prochains jours pour des vacances sur l'île de Saint-Barthélemy où il possède une propriété. Culture maintenant avec un tour de France des plus belles expositions de France. Elle démarre à Paris. Nicolas Le Marinier. L'expo Kandinsky à Paris, vide, c'était avant l'ouverture au public, car depuis ça ne désemplit pas. Allez, c'est parti pour un tour de France des expositions qui attirent les foules. Prologue à Pont-Aven, hommage à Maurice Denis, peintre de la fin du 19e siècle, amoureux de la Bretagne. Direction Bordeaux, la Galerie des Beaux-Arts rend hommage à 2 maîtres du fauvisme, Henri Matisse et Albert Marquet, en présentant leurs points communs. Certains ont fait le déplacement exprès pour cet événement exceptionnel.
ça faisait partie des choses que je voulais faire cet été sur Bordeaux. Nous sommes en vacances avec de la famille d'Espagne, donc nous en profitons pour faire les expos. Plus au sud, le musée Fabre de Montpellier met à l'honneur une star de l'Art nouveau, Alphonse Mucha, affichiste de la fin du 19e siècle. Mais l'expo phare de l'été se trouve un peu plus loin à Aix-en-Provence. Devant le musée Granet, on fait la queue pour découvrir l'influence des toiles de Paul Cézanne sur Pablo Picasso durant sa jeunesse. C'est une période de sa vie très particulière, donc là on ne connaît pas toute sa dimension, mais je me laisse imprégner, tout simplement. 3000 visiteurs par jour, c'est exceptionnel. Depuis quelques années, le directeur du musée voit arriver de nouveaux amateurs estivaux. Ce public très familial du mois d'août, auparavant venait beaucoup moins au musée, et c'est vrai qu'aujourd'hui on sent un intérêt, une motivation très forte. Dernière étape, le village de Biote qui mêle peinture et littérature. On y découvre l'amitié entre Blaise Sandrard et le peintre Fernand Léger. Ici aussi, la fréquentation est en hausse, plus de 30 000 visiteurs en juin et juillet. Exposition au soleil et exposition de peinture, c'est la tendance de l'été, ne pas bronzer idiot. Une image de sport pour terminer. L'équipe de France de basket a remporté son match hier soir face à l'Italie, 80-77. C'était un match de repêchage, comme on dit. La route reste encore longue pour la qualification pour les championnats d'Europe. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle deux des principaux titres. Tout d'abord, on l'a appris tout à l'heure, l'enfant de 9 ans mort hier sur une base nautique dans l'Oise n'a pas été heurté par un jet ski, comme l'avaient dit ses proches. En revanche, il était au volant de l'appareil et il faisait une course avec son frère de 8 ans. 3 adultes qui étaient avec eux ont été placés en garde à vue ce soir. Et puis une information concernant les pics de pollution à l'ozone. Maintenant, levez le pied demain si vous êtes dans les Bouches-du-Rhône, dans le Vaucluse ou dans le Var. L'alerte a été maintenue pour demain. La vitesse sera réduite sur les routes. Évitez aussi les exercices physiques violents. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est la météo avec Tania Young à 20h35. À ne pas manquer le Sacre de l'Homme, le 3e documentaire événement de Jacques Malater, déjà auteur de l'Odyssée de l'espèce et d'Homo sapiens. C'est la suite. Pour l'information, demain à 13h et tout le week-end, vous retrouverez Marie Drucker. Excellente soirée sur France 2 et à lundi. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr. Tout de suite sur France 2.